Alors bonjour à toutes et à tous. Déjà j'aimerais remercier Majusage et puis Johanna Daniel qui m'a invité à faire cette présentation. Je vais sans doute avoir des redites vis-à-vis de ce qu'a pu déjà vous présenter Johanna. Moi, il s'agissait d'un projet que j'ai mené sous la direction de Christelle Molinier, donc, qui est la documentaliste du musée Saint-Raymond. J'y suis allé en stage de fin d'études, donc dans un contexte aussi un peu particulier. Et donc j'ai participé donc à la mise en ligne d'un corpus de données sur les céramiques grecques de la collection du musée Saint-Raymond, qui sont dans les réserves du musée, puisque le musée a en tout et pour tout près de 29 000 objets et seulement 2% de ses collections visibles au sein du musée, principalement des collections toulousaines, de la Rome antique, et donc les collections grecques un petit peu en retrait. Donc je vais essayer de faire une présentation du musée d'abord, de ses collections, ensuite de revenir du coup sur le parcours que j'ai réalisé, j'ai envie de dire de manière abstraite puis concrète, de micromusée vers Wikidata, et enfin de parler avec vous plus concrètement des outils que j'ai utilisés justement pour cette mise en ligne des données. Alors, donc le musée Saint-Raymond est un musée, fait partie des musées de France, mais c'est aussi un musée de la ville de Toulouse. C'est un musée qui est très investi pour sa visibilité en ligne, donc que ce soit par les réseaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi utilise la médiation numérique in situ, donc avec des outils de présentation numérique. Là, par exemple, vous voyez un casque de réalité virtuelle, oui. Donc, qui reconstitue pour vous le discobol, donc, qui n'est plus qu'un torse au musée, qui reconstitue pour vous le discobol, donc, qui a été réalisé par la société Altran. Donc il y a des partenariats comme ça qui se font avec diverses organismes, diverses entreprises, mais qui se fait aussi avec des institutions publiques pour une diffusion libre de ces données. Et donc il y a eu notamment un partenariat avec IMA Solutions 3D et My Little Factory, qui sont venus modéliser en 3D des objets, des collections du musée. Donc il y a véritablement un intérêt à mettre en ligne ces modèles. Et donc là, par exemple, vous avez un exemple d'une réutilisation de ces modélisations 3D, c'est-à-dire que l'artiste écossaise Alice Martin a trouvé ces modèles 3D, se les a appropriés pour créer ses propres œuvres d'art, sans qu'il y ait de problématique, justement, puisque ces modèles sont libres de droit. Et donc cet engagement pour la donnée libre de la part du musée se retrouve aussi par l'organisation d'ateliers Wikipédia. Donc là, c'est peut-être un peu petit, mais en fait, il y en a un demain. Donc je ne sais pas si vous descendez à Toulouse dès demain, mais il y en a un. Donc voilà, il y a une véritable réflexion pour partager ces données, partager une visibilité, et véritablement dans le cadre d'une ouverture du musée. En ce qui concerne plus directement les collections, par contre, on peut observer que, c'est plus en demi-teinte, donc la politique d'ouverture est aussi une politique municipale, donc c'est aussi engagé par la ville de Toulouse. Et donc là, vous avez le portail Toulouse 2000 ans 2000 images, et sur lequel a été partagé un ensemble de 300 œuvres parmi les pièces maîtresses des collections du musée Saint-Raymond. Vous avez aussi un partage d'un certain nombre d'objets sur Joconde. Donc là, je vous ai mis le portail POP qui réunit les différents portails du ministère de la Culture. Mais il s'agit aussi là que de 350 objets issus des collections des marbres romains ou de numismatiques, donc assez peu d'objets. Et enfin, vous avez un fichier CSV de l'inventaire complet
qui est accessible sur Data Toulouse, donc le site qui regroupe les fichiers de la métropole de Toulouse. Donc là, vous êtes censé avoir un inventaire complet, mais cet inventaire est une extraction de la base de données interne du musée qui n'a pas été retravaillée, qui n'a pas été retraitée, et donc qui demande quand même un certain nombre de... qui demande à la personne qui va vouloir l'utiliser un retravail assez important. Et donc c'est là que je suis intervenu aussi, c'est-à-dire que j'ai fait mon propre retravail. Et donc là, on voit ces différentes mises en ligne de potentiel de collection. On peut se poser la question de est-ce qu'il y a un seul ou plusieurs musées virtuels. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de lire ou quoi. Les slides seront en ligne. Voilà, il y a cette réflexion qui se fait autour de Wikidata, de ne pas mettre en ligne juste un cartel d'objets, mais de véritablement pouvoir remettre en ligne l'objet dématérialisé, mais l'objet même. Il y a vraiment cette réflexion-là au sein d'un réseau. C'est là aussi que c'est très important, c'est de voir comment l'objet va se réinsérer, se recontextualiser grâce notamment à Wikidata, grâce à ce réseau donc, de web de données liées au sein d'un contexte plus large, national, international, avec d'autres collections, etc. Et donc plus spécifiquement, le lien entre le musée Saint-Rémy et Wikimedia. Donc j'ai déjà parlé par exemple des ateliers Wikipédia. Il y a eu aussi un atelier Wikimedia Commons où des photographes wikimédiens ont été invités le temps d'une exposition à prendre des clichés de la collection, à retravailler ces clichés aussi, à les retravailler, les découper, etc. et les mettre en ligne sur Wikimedia Commons. Et il y a aussi toute une logique de structuration du musée au sein de Wikidata. Donc là, ce que je vous indique, c'est que le musée a sa propre entité sur Wikidata, a sa propre fiche, mais il a aussi une fiche pour son premier étage d'exposition, son deuxième étage d'exposition et ses réserves. Donc ce qui peut indiquer avec plus de précision, par exemple, le fait qu'une œuvre soit exposée ou non. Et donc c'est par exemple ce qui a été utilisé pour nous, qui n'avions pour toutes nos collections que des objets en réserve dans notre corpus. Donc si je m'avance sur notre corpus en lui-même, donc il s'agissait de céramiques grecques qui, pour la plupart, sont issues de collections, sont issues de fouilles du 19e et issues de collections particulières ou du musée du Louvre du 19e aussi. Donc il y a un parcours particulier de ces œuvres qui est intéressant à retracer avec de nombreux noms. Donc là, vous avez des différentes figures du musée Saint-Rémy ou bien des figures plus internationales comme Campana ou Lucien Bonaparte. Alors, sur la structure elle-même de notre corpus, selon l'inventaire qui a été réalisé lors d'une exposition, il y aurait 492 vases grecs et italiotes, et nous avons réduit ce corpus à 198 objets. Donc on a éliminé tout ce qui était étrusque, tout ce qui était romain, tout ce qui n'était pas véritablement Grèce et Grande Grèce en tant que telle. Et nous sommes vraiment basés en fait sur la thèse de Mathieu Scapin, qui a été notamment relue par Martine Desnoyelles. Nous sommes principalement basés sur cette thèse, et cette thèse aussi a nécessité la mise à jour des données dans Micromusée. Donc après la mise à jour c'est-à-dire que nous avions les documents Word de cette thèse, les annexes, etc. Donc nous sommes allés sur Micromusée. Donc Micromusée, la base de données interne du musée. J'imagine que pas mal de musées, peut-être si vous travaillez dans les musées, vous êtes familier ou familière avec cette base de données. Nous avons dû mettre à jour cette base de données avec ce que nous a apporté Mathieu Scapin.
Il y a aussi la vérification de l'existence pour les figures humaines notamment, de l'existence déjà d'une fiche Wikidata. Si tel n'était pas le cas, nous l'avons réalisé, notamment avec les nouvelles attributions qu'a pu faire Mathieu Scapin. Nous sommes allés consulter en fait sur Wikidata s'il y avait une fiche, principalement en allant vérifier si s'il y avait un lien fait avec un autre vocabulaire qui est le vocabulaire AAT du Getty Museum, donc qui est un des vocabulaires les plus importants en la matière sur les noms d'artistes et qui normalement... oui, l'ULAN, pardon, oui. L'AAT étant un autre vocabulaire du Getty, oui. La description des objets. Et donc vérifier avec l'ULAN que ces fiches étaient bien en ligne sur Wikidata. Donc de mon côté, j'ai dû réfléchir de manière plus stricte à quelle forme allaient prendre les fiches Wikidata. Donc évidemment, si on voulait vraiment travailler de manière stricte, il fallait revenir à des normes. Et cette norme-là, c'est celle du CIDOC dans le cadre des musées, des objets de musée. Et donc il y a eu toute une réflexion abstraite autour du CIDOC, de l'extraction de ces données, que j'ai mise en format RDF, donc pour avoir quelque chose d'un peu plus concret, avec donc le format RDF qui du coup nécessite le sujet, une propriété à ce sujet et une valeur pour ce sujet selon cette propriété. Je vais y revenir après. Donc ça, c'était plus un exercice de réflexion en tant que tel, puisqu'il n'y a pas d'export RDF vers Wikidata. C'était plus un exercice lors de mon stage. Et donc justement, du RDF à Wikidata, en fait, Wikidata est augmenté par rapport au RDF, c'est-à-dire que le RDF fonctionne selon un triplet simple. Donc vous avez le sujet, le prédicat et l'objet. Et Wikidata va fonctionner de manière plus complexe, c'est-à-dire que sujet, prédicat, objet existent toujours en tant que triplet, mais la relation propriété-valeur va être augmentée par la possibilité d'un qualificatif de cette valeur ou d'une source aussi. Donc ce que vous avez pu voir notamment sur les fiches du musée Calvet déjà. Et donc Wikidata, malgré tout, du coup, reste interopérable avec ces autres réseaux, ces autres vocabulaires en langage RDF. Et donc c'est ça aussi qui fait l'intérêt de Wikidata, c'est que ça reste intégré aux autres réseaux de données. Parce que sinon, si Wikidata était dans son coin, ce ne serait pas aussi pertinent. Et donc, de manière plus concrète, la structure de micromusée, donc moi j'étais sur la V6 de micromusée, donc pas la V7, ce qui peut changer les choses si vous êtes passé à la V7 de micromusée. Et donc qui est une base de données orientée objet. Et donc le travail d'extraction des données est un travail en soi de réflexion de quelles données de quelles données vous allez avoir besoin pour pouvoir pour pouvoir retravailler ensuite votre fichier, votre tableur en fait. Donc il a fallu que je fasse différentes extractions pour les différents, pour tous les aspects en fait de cette fiche Wikidata complexe que je m'apprêtais à faire en fait, puisqu'elle était beaucoup plus avancée, j'ai envie de dire, qu'un certain nombre des objets que vous allez pouvoir trouver sur Wikidata. En fait, j'ai avancé la structuration assez loin à ce niveau-là. Et donc, pour traiter en tant que tel l'objet, mon set de données en tableur Excel, j'ai utilisé deux outils, donc Dataiku d'un côté et OpenRefine. Alors, Dataiku étant un logiciel qui a une interface très simple d'utilisation, donc qui vous permet de facilement manipuler les tableurs et aussi de les lier les uns aux autres. OpenRefine étant libre et ayant cet intérêt unique de la réconciliation avec Wikidata. C'est-à-dire que vous allez en fait entrer sur OpenRefine, vous allez
lancer la réconciliation et il va chercher pour toute une colonne, il va chercher l'entité à laquelle va correspondre la valeur d'une cellule. Si vous avez une colonne avec des noms d'artistes, il va aller chercher pour chaque cellule l'entité à laquelle correspond l'artiste contenu dans la cellule. Voilà. Et donc malheureusement, ce travail, je l'ai fait en été 2018. Et donc je vais y arriver. Il y a eu peut-être quelques évolutions depuis. Il y a eu un travail du coup ensuite de chargement de ces données vers Wikidata en lui-même. Et donc là, vous avez deux options. Vous avez OpenRefine et Quick Statements. Malheureusement, malheureusement dans le sens où moi je n'ai pas pu le faire, c'est depuis la version 3 de OpenRefine qu'il est possible de charger directement des données à partir d'un schéma de votre CSV une fois structuré sur OpenRefine peut être directement chargé sur Wikidata. Ça, c'est uniquement possible depuis la version 3 d'OpenRefine, à laquelle je n'ai pas eu accès puisqu'elle a été ouverte depuis septembre 2018. Et donc, j'ai dû passer par Quick Statements. Quick Statements, qui est un autre outil créé par des Wikimédias pour le chargement d'un set de données lourd, donc qui fonctionne vraiment par batch, c'est-à-dire vous lancez le CSV et ça va charger l'ensemble de vos données. Ça peut créer et éditer en gros des CSV entiers. Donc plutôt que de le faire manuellement, voilà, vous lancez un CSV complet une fois qu'il a été retravaillé et réfléchi, une fois qu'il est compréhensible par l'outil évidemment. Et donc ça ne se lance pas malheureusement. Comment ? C'était une présentation de mon fichier Quick Statements à la fin, parce que du coup c'était un fichier avec 198 lignes, une ligne pour chaque objet, et à peu près 300 colonnes, puisqu'il fallait une colonne par propriété, et qu'il y avait une colonne par propriété, mais aussi par source ou comment ça s'appelle source ou qualificatif de ces propriétés aussi. Et donc la fiche en elle-même est déjà extrêmement complexe, mais en plus doit s'y ajouter un certain nombre d'éléments. Je suis désolé que ça ne se lance pas. Donc Quick Statements, malheureusement, c'est aussi un outil qui a ses limites. Et donc je me suis retrouvé avec un certain nombre d'erreurs, mais qui sont des erreurs dues au fait que beaucoup de cellules étaient vides. Donc il ne faut pas s'alarmer, mais le problème ensuite, c'est que vous ne pouvez pas lire en détail quelles sont ces erreurs. Et j'ai dû notamment rediviser mon CSV, parce qu'en fait, c'était peut-être un peu trop conséquent malgré tout, au niveau des colonnes, pour la lecture par l'outil. Et donc, j'aimerais revenir sur le fait que c'est un travail qui se fait en communauté aussi, c'est-à-dire que au sein du musée Saint-Raymond, Christelle Molinier avait déjà établi une certaine structure pour les objets qu'elle mettait en ligne manuellement, c'est-à-dire qu'elle avait déjà commencé à mettre en ligne un certain nombre d'objets. Il y a eu aussi un travail d'étude des autres objets, d'autres collections en ligne qui étaient déjà présents, que ce soit des collections du Metropolitan ou bien de l'Université d'Heidelberg, et notamment on a pris contact après coup avec Marcus Siron, qui est donc un wikimédien allemand qui se veut très, très important sur ce sujet très précis des céramiques grecques, qui nous a dit qu'il avait déjà mis en place une structure, mais en fait on est venu augmenter son schéma de structure. Donc il y a un dialogue comme ça qui s'est établi. Oui, donc ce schéma dont je parle, qui est en ligne sur l'outil Cradle, qui est donc un autre outil créé par des Wikimédiens pour Wikimedia. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes les informations qu'on peut avoir sur la base de données interne, il y a aussi un enrichissement qui est tout à fait possible. Donc là, par exemple, comme Zolo, qui est venu ajouter
des identifiants de la Beazley Archive. Mais on peut penser aussi, je pense à Antoine Courtin qui a pu apporter des éléments venus justement de l'INHA, de la base de vente, des ventes d'artistes du 19e siècle, donc qui n'étaient pas contenus en interne par le musée Saint-Rémy, mais donc qui ont pu être apportés ensuite par d'autres Wikimédiens au courant de ces choses-là. Et donc vous voyez comment évolue depuis donc cette notice, véritablement, ce PDF téléchargeable qui était sur Toulouse 2000 ans, 2000 images, vers une véritable entité lisible et à partir de laquelle on peut naviguer vers des artistes, vers un ensemble de corpus, comme vous l'avez vu avec le musée Calfet. On peut recouper les expositions, parce qu'on a aussi créé des entités pour les expositions, des petites expositions qui n'existaient pas sur Wikidata. Donc vous pouvez recréer des expositions à partir des objets que nous avons mis en ligne. Donc il y a des tonnes et des tonnes de manières de lire ces présentations, et donc de les visualiser, de les retravailler, de les exporter pour les chercheurs et les chercheuses pour les travailler. Donc voilà, je voulais peut-être conclure sur cette nécessité d'un point de vue institutionnel, en fait, non pas forcément uniquement de mettre en ligne sur Wikidata, je pense, mais de prendre en compte l'importance de cette mise en réseau, de cette mise en commun pour pouvoir ensuite naviguer d'un vocabulaire à l'autre, d'une collection à l'autre, mettre en commun les collections, celle du Métropolitan avec celle du musée Saint-Rémy. C'est ça aussi qui est extrêmement intéressant. Et puis aussi s'amuser en faisant des mèmes extrêmement obscurs grâce à ces données qui sont entièrement libres. Voilà. Merci beaucoup, Alix. Alors, je me rends compte que j'ai oublié de la présenter juste avant qu'elle intervienne. Donc, Alix, suite à son stage au musée Saint-Rémy, vient d'être recrutée et commence le 1er avril, c'est ça, à la bibliothèque de la Sorbonne. Une nouvelle mission autour justement de l'alignement de vocabulaire avec Wikidata, c'est bien ça? Alors pas seulement, mais la refonte un peu du vocabulaire, donc du vocabulaire du réseau des bibliothèques spécialisées dans l'Antiquité, donc le frantique, et donc la refonte de leur vocabulaire au niveau des mythologies. Avec un alignement sur Wikidata. Et avec un alignement aussi dans un second temps. Donc voilà, on est très content de voir que les institutions s'engagent de plus en plus fortement dans cette dynamique.